Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. J'ai écouté le flash, Jeanne et Gabriel, les deux prénoms les plus souvent donnés. Ça vous fait réagir peut-être, on ne sait jamais. 0826 300 300, vous savez que nous réagissons spontanément à toute l'actualité. Bien, 11h, 12h, c'est un moment spécial de cette émission. C'est le moment clé de cette émission avec une question et des invités autour de cette question. Ma question aujourd'hui, elle est toute simple. On a beaucoup parlé de gaspillage. On a évidemment vécu un été difficile sur le plan climatique. On a vécu un été difficile sur le plan économique, sur le plan du pouvoir d'achat. Ça devient de plus en plus difficile. Est-ce que nous consommons trop? C'est la question que je pose ce matin. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. J'ai deux invités. Marc Touati, qui est chef économiste, auteur de Reset 2. Bienvenue dans Le Monde d'après aux éditions Bocchelis. Bonjour Marc Touati. Bonjour Jacques et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Moi aussi, c'est très plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Marc Touati avec nous et avec nous également en studio François Verret, qui est ingénieur agronome, qui a été candidat aux européennes sur la liste Décroissance 2019, membre de Décroissance Île-de-France, militant écologiste. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques et bonjour Merci aux auditeurs. On se retrouve parce qu'on s'est déjà connus aussi sur une autre radio. Exactement. Bien, Marc Verret et François Verret et Marc Touati, nous allons débattre sur cette consommation. Est-ce que nous consommons trop? Mais rappelons ce qu'a dit le président de la République à propos de l'abondance, Joseph. Et le président qui a fait filmer son propos liminaire en fait du Conseil des ministres de la rentrée, c'était il y a 5 jours. C'était véritablement un fait exceptionnel. Ça n'arrive jamais qu'il fasse filmer son propos liminaire. Il avait un message à faire passer. Le premier pour son gouvernement, d'abord, à qui il s'adressait. L'heure est au grand bouleversement, a-t-il annoncé, évoquant la série de graves crises de l'Ukraine à la sécheresse liée au réchauffement climatique, et a donc demandé de l'unité à ses ministres. Et le deuxième message qui était adressé au peuple français, la raison pour laquelle il a convié les caméras ce jour-là, Emmanuel Macron demandait, et il a annoncé la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Sud Radio, 0826 300 300, vous n'hésitez pas, vous appelez. Emmanuel Macron a parlé de sobriété, de la fin de l'abondance. Mais attention, je suis allé regarder. D'autres présidents de la République auparavant avaient fait la même chose. Écoutez. Je fais appel et nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. On va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s'engager. Économisons le chauffage. C'est le gaz et l'électricité dont on parle là. Économisons l'électricité. Moi, je crois à la responsabilité collective et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Et cela seul suffira à atténuer les effets sur la hausse des prix et sur notre commerce extérieur. Alors vous avez reconnu Emmanuel Macron et vous avez reconnu Georges Pompidou. C'était il y a bien longtemps, dites-moi. En 1973, 1974, c'est ça, 73, Marc Touati? C'était le premier choc pétrolier, tout simplement. Oui. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est que quand on a des chocs, quand on a des drames économiques, c'est là qu'on réagit. Qu'on se dit, tiens, il y a de la sécheresse, tiens, il y a des problèmes, tiens, il y a des difficultés. Alors que normalement, il faut réagir en amont. Vous voyez, aujourd'hui, on dit on manque d'eau. Mais enfin, il y a beaucoup de pays aujourd'hui presque désertiques où effectivement on manquait d'eau. Et puis finalement, depuis des années, on a réussi à trouver des moyens de limiter la sécheresse. Donc ça, le problème, c'est une fois qu'on est devant le fait accompli, on commence à réagir. Par contre, ce que je trouve presque indécent, si vous voulez, c'est quand on parle d'abondance, d'insouciance. Je veux dire, on est des enfants de la crise. Nous, c'est-à-dire, moi, je suis né en 1970, justement. J'ai connu que la crise depuis que je suis tout petit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut pas parler qu'on a d'abondance, d'insouciance. Surtout qu'on sort de 2 ans de coronavirus, de pandémie. Donc, ce terme-là, un petit peu aujourd'hui, me refroidit. Et puis surtout, n'oublions pas, sans faire l'histoire de ma vie, mais je viens des cités HLM d'Orly, comme vous le savez, Jean-Jacques. Et c'est vrai que globalement, j'ai réussi à m'en sortir. Mais je pense justement à ceux qui vivent aujourd'hui dans la difficulté. On leur dit, faut consommer moins, alors qu'ils ont des problèmes justement pour simplement maintenir leur niveau de vie. Avec l'inflation qui est en train d'augmenter, eux, évidemment, de facto, ils consomment moins, parce que comme les prix sont plus élevés, ils peuvent pas consommer davantage. Je vais me faire quand même l'avocat du diable. D'accord, beaucoup de Français, évidemment, beaucoup de Français souffrent, ont des difficultés pour finir les fins de mois. Le 20 du mois, on sait ce que c'est pour beaucoup. Nous sommes des privilégiés, mais beaucoup de Français ne sont pas comme nous. Mais il y a aussi des Français qui vivent correctement et qui même vivent bien et qui partent en vacances et qui consomment beaucoup.
Et justement, c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Parce que là, François Verret, dites-moi, comment avez-vous réagi en entendant le président de la République ? Si vous voulez, effectivement, je comprends que ça ne puisse pas être entendu par pas mal de gens. Oui. Et en fait, nous sommes dans une société de disparité très forte, avec à la fois des gens qui s'en mettent plein les poches, entre guillemets, et puis des gens qui ont réellement des difficultés au quotidien. Donc ça, c'est une réalité. Oui. Mais par contre, globalement, nous sommes effectivement dans une société d'abondance, et qui consomme toujours plus de terres rares, d'énergie. Malgré tous les efforts qu'on peut faire, la consommation d'énergie augmente. Alors je parle même au niveau mondial, pas seulement pour la France, parce que le problème est vraiment mondial. Et donc, c'est là effectivement qu'on a un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Joseph Ruiz, attendez, Joseph Ruiz, les auditeurs réagissent ? Oui, et surtout on leur rappelle qu'ils peuvent effectivement réagir. Est-ce que nous consommons trop ? On vous pose la question justement sur le Twitter de Sud Radio. Vous répondez par oui ou par non sur le Twitter de Sud Radio. Bien, oui, Marc. Comme ça, justement, c'est intéressant au niveau mondial, parce qu'encore une fois, justement, dans le livre que vous évoquez, j'ai fait une découverte entre guillemets, parce que par rapport effectivement à la décroissance, parce que nous on est Français, on a la chance de vivre en France, qui est un pays riche, mais il faut quand même pas oublier qu'au niveau mondial, vous avez beaucoup de pays qui malheureusement souffrent énormément. Et je vous donne un chiffre très simple. Oui. Justement, en 1980, à l'époque, c'est les chiffres de la Banque mondiale, tout à fait officiels, il y avait la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. Ça veut dire avec moins de $1 par jour. En 2019, donc avant la pandémie, ce taux est tombé à 8,5%. Ça veut dire que notre consommation permet de lutter contre la pauvreté. Complètement. Ça veut dire que globalement aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu de la croissance, eh bien malheureusement, on le voit aujourd'hui. François Verret, donc il faut continuer à consommer. Attendez, juste un minute. 90% aujourd'hui malheureusement des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté extrême sont en Afrique. Parce que justement, c'est le seul continent qui n'a pas justement bénéficié de cette phase de croissance. Donc c'est ça le problème, c'est que nous évidemment on voit de notre côté, et là je suis d'accord certainement qu'on consomme trop, mais on peut pas dire à tous les pays qui veulent nous rattraper, écoutez non, vous n'avez pas le droit de nous rattraper, vous n'avez pas le droit de consommer. Vous voyez, c'est très inégalitaire, je pense que ça serait très dangereux par rapport à eux. Bon, François Verret, la consommation lutte contre la pauvreté. On est complètement d'accord qu'effectivement, aller dire à des gens qui aujourd'hui sont largement sous le seuil de pauvreté, même qui mangent pas certains jours, qui ne boivent pas, d'aller leur dire écoutez, il faut faire un effort, c'est pas raisonnable. C'est pour ça qu'en fait, la décroissance s'accompagne effectivement d'un volet social qui est incontournable. C'est bien. Oui, mais attendez, on consomme moins, on produit moins, on est d'accord. Il faut aider ceux qui vont souffrir de cette volonté de moins produire. Mais avec quel argent ? Alors, attendez, avant, je pense qu'il faut être bien d'accord sur les constats, avant de voir quelles sont les solutions. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Donc, vous devez savoir que si tous les habitants de la planète vivaient comme des Français, il faudrait l'équivalent de 3 planètes. Alors, je fais juste une petite parenthèse, vous allez me dire, mais j'ai vu un rapport récent, très intéressant, d'un économiste, je crois, de HSBC, qui dit... l'ONU est en train de travailler dessus d'ailleurs, qui dit que nous serons finalement beaucoup moins nombreux sur Terre d'ici quelques dizaines de milliers, pas de millions d'années, dizaines d'années, 2100. Ouais. Non, parce que c'est très intéressant parce que ce qu'on observe, c'est que plus le niveau de vie effectivement s'améliore, moins on fait d'enfants. Et donc ce qui fait qu'effectivement ça va à l'encontre de toutes les idées. Non, puis il y a eu des crises, les crises font qu'on fait moins d'enfants. Et puis il y a la contraception, il y a également le coût de l'immobilier, etc. qui est là. Donc il fait que la population va mécaniquement baisser. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sans guerre, surtout, sans guerre. Sauf que on est aujourd'hui 7 milliards et qu'a priori, cette tendance-là, elle ne se montre pas aujourd'hui. C'est pas ce que dit cette étude qui est très intéressante, qui dit que nous ne serions que 4 milliards. En fait, il dit que ça va encore monter. Ça va encore monter. Et ça va redescendra. Bon, voilà. Donc, imaginons, je sais pas, on a des chiffres plutôt à 2050, je crois, à 12 milliards. Est-ce que c'est tenable ? C'est vraiment le problème. Or, on a des limites sur les matières premières qui, elles, sont à horizon 2030.
Donc vous voyez, même si effectivement on peut se dire ouais en 2100 on sera beaucoup moins nombreux, ouais, d'accord, mais il y a quand même un cap à passer. Et là on a effectivement, c'est tout le problème par rapport aux solutions dont peut-être on sera amené à parler. Ah bah oui, c'est tout le problème, je dirais de l'urgence de la chose. Alors j'ai une question à vous poser clairement. Est-ce que oui ou non nous consommons trop? Oui ou non, Marc Touati? Encore une fois, ça dépend qui, tout simplement. Ça dépend qui. C'est là le vrai enjeu. Mais d'un point de vue, encore une fois, regardez ce qui se passe aujourd'hui en France depuis le début de l'année, parce qu'on le sait peut-être pas. Oui. Depuis le début de l'année, la consommation des Français baisse. Oui. Donc c'est une réalité. On a une baisse de consommation et mécaniquement, la confiance des ménages est sur des plus bas historiques. C'est-à-dire que si vous restreignez les ménages dans leur consommation, évidemment, ils ne sont pas optimistes. Ils ont des craintes sur l'avenir. Il faut consommer ça peut moins. créer une crise sociale. Faut pas l'oublier. Il faut consommer moins. Mais oui, il faut consommer moins. Mais j'entends encore au niveau au niveau mondial. Enfin, vous voyez, par rapport aux grands équilibres. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer tout ce qui se situe sur les macrosystèmes et ce qui est effectivement social au niveau de la France, où là, alors juste un petit mot, lorsque les émissions de radio notamment ou de télé sont coupées par la pub, on voit effectivement que on incite les gens à consommer tout un tas de choses qui sont pas des choses de première nécessité. De première nécessité. Mais sans la pub, on vit pas. Hein. Alors ça, c'est aussi un autre problème. Absolument. Oui, c'est un autre problème. Mais un autre débat. Un autre débat. Bon, j'ai une auditrice, non un auditeur, Julien, encore un Perpignanais qui sera avec nous. On va faire une petite pause parce qu'il est déjà 11h13 et je prends Julien. À tout de suite. Je rappelle le numéro 0826 300 300. 10h30, 12h30, Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. Parlons vrai, est-ce que nous consommons trop? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Tous les jours, vous aurez comme cela une question entre 11h et midi et tous les jours, vous aurez des invités. J'ai plusieurs invités qui nous attendent par téléphone, Yves Cochet et Nicolas Chaban notamment, mais j'ai aussi nos invités permanents avec nous, les auditeurs 0826 300 300, comme Julien qui est à Perpignan. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Vous êtes artisan maçon, hein Julien? Oui, c'est bien ça. Bon, est-ce que nous consommons trop, Julien? À mon avis, oui. Et puis, on est poussé à ça perpétuellement. Et surtout, on consomme très mal. Oui. La publicité, comme disait votre invité, conditionne les gens à consommer toujours plus. Par exemple, dans les restaurants de fast-food, pourquoi on offre un jouet en plastique aux enfants? C'est déjà pour attirer à la consommation. Et puis, on continue à fabriquer du plastique qu'on offre à nos enfants dans le but de vendre un sandwich médiocre. Alors, je vais être concret avec vous, Julien. Vous l'êtes, d'ailleurs, en évoquant les fast-foods. Julien, vous, est-ce que vous avez réfléchi à votre consommation personnelle? Est-ce que vous êtes entré dans une forme de restriction? Alors de restriction non, mais d'intelligence de consommation, je l'espère. Concrètement, comment? Eh ben, par exemple, j'ai un garçon de 14 ans qui va faire sa rentrée et il a un sac d'école qui est tout à fait valide, qu'il a depuis 2 ans. Ben, à la rentrée, il va garder son sac. Oui. Voilà, je vais pas lui acheter un sac pour lui faire plaisir. Et en même temps, c'est éducatif. J'apprends à mon garçon qu'on ne peut pas acheter. Pourquoi l'électroménager ou la hi-fi vidéo, on ne trouve plus de réparateur? Quand c'est en panne, on jette et on rachète. Alors, il y a une tendance tout de même, Julien. Aujourd'hui, il y a une tendance. Regardez avec les téléphones, regardez avec de nombreux appareils. Et maintenant, même pour les vêtements, il y a une tendance. Hein, puisque j'ai vu qu'une grande surface avait ouvert un magasin où, dans ce magasin, seront vendus des produits recyclés. Mais ça, c'est très bien. C'est super positif. Mais ça reste une petite tendance. Exactement, ça reste une petite tendance. Mais c'est vrai que votre garçon, il a peut-être râlé 2 secondes, mais après, il a très bien compris, vous lui avez expliqué. Donc ça, c'est une éducation. C'est une éducation. Nous consommons trop, peut-être. Nous devons consommer intelligemment, dans tous les cas. Au moins intelligemment. Si nous n'entrons pas dans la restriction. Hein, Julien? Oui, mais vous, dans votre métier, nous incite à ça aussi. Je veux dire, on n'est pas du tout conditionné pour consommer moins. Oui, mais vous, dans votre métier, Julien, dans votre métier, vous êtes artisan maçon. Est-ce que vous, là aussi, vous faites attention à la consommation? Ah, mais absolument. Dans mon travail, déjà par souci d'économie et de rentabilité, on fait extrêmement attention à ce qu'on consomme sur un chantier, par exemple.
Mais Oui. je vous donne un exemple. Des fois, j'enlève tout un appareillage électrique d'une maison pour le remplacer, juste parce que il est un peu ancien. Voilà. Alors on rénove, on fait des choses jolies, mais tout ça, ça part à la déchetterie. Après, c'est même pas offert, c'est pas revendu, c'est pas. Je veux dire, on jette et. Voilà. Et j'ai aussi un autre exemple à vous donner. Cet Allez-y. été, je suis parti en camping avec des restrictions d'eau, entre guillemets. Quand Oui. on se rend compte de ce qu'on consomme en eau, par exemple, à la maison, c'est complètement aberrant. Alors, Il y a 60 ans, je veux dire, on se rasait dans un bol à raser, on rinçait le rasoir dans 1 litre d'eau. Maintenant, on fait couler le robinet. Alors, dites-moi, Julien, certains avancent une idée. Payer l'eau en fonction de l'utilisation de l'eau. C'est-à-dire, j'utilise l'eau pour boire, je la paie peu cher. J'utilise l'eau pour remplir ma piscine, je la paie très cher. C'est une bonne idée, ça, ou pas une bonne idée? Bah, c'est encore une mascarade de l'État pour faire payer... Non, c'est pas l'État qui propose ça, c'est une idée qui circule. J'en suis pas convaincu. Mais surtout parce qu'on fait déjà payer les entreprises les plus polluantes pour leur permettre de polluer, et ceux qui ont les moyens, ils payent et ils polluent. Oui. Toujours Non, mais pareil. surtout, moi, ce qui m'inquiète dans ça, c'est comment on va surveiller. Parce qu'après, on devient une dictature. C'est-à-dire après qu'on va mettre une caméra partout, là, vous buvez, là, prenez une douche. Non. On va Oui, c'est mais ça, par c'est exemple, ça qui est très dangereux. Pourquoi, par exemple, on tire la chasse d'eau des WC avec de l'eau potable? Ça vous semble pas aberrant, ça? Oui. Oui, non, enfin bon, ça dépend. Après, si c'est bien, il faut que l'eau quand même soit retraitée, parce qu'enfin, il y a pas, on peut faire comme dans les systèmes, dans les avions, etc. Ça, je suis d'accord, mais ça veut dire qu'il faut un double système, donc c'est aussi des frais. Parce qu'il faut pas oublier, c'est très important, évidemment. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui mieux consommer, ça c'est clair. Oui. Par contre, faut également dire la vérité, c'est que si on consomme mieux, si on fait tous ces contrôles, etc., ces doubles systèmes d'eau et autres, ça aura un coût. Donc aujourd'hui, on a une inflation qui est déjà extrêmement élevée, donc ça aura un rôle inflationniste, ça va augmenter l'inflation demain. Ça faut pas l'oublier. On peut être d'accord, mais il faut savoir qu'il faudra le payer. Donc ça coûtera plus cher. Et comme si on n'a Vous pas avez beaucoup de tout à fait raison. Mais encore une fois, c'est les gens qui ont les moyens qui auront accès à l'eau, et les gens qui n'ont pas de moyens, ils ne pourront pas accéder à l'eau. Alors, merci Julien. C'est une mesure injuste. Voilà. Bon, mais merci beaucoup Julien d'être intervenu. 0826 300 300. Vous avez réagi. J'aime ça. D'autres réactions sur les réseaux sociaux. Et la question, Jean-Jacques, elle divise très sincèrement. Est-ce qu'on consomme trop? Vous répondez sur le Twitter de Sud Radio, et c'est non pour le moment, mais à 48,9%. Le oui est à 44%, sans avis 6%. Vraiment, c'est un débat qui divise énormément, avec des réactions, notamment Stéphane qui dit nous consommons au-dessus de nos moyens, et Claire qui dit nous consommons trop, mais le pire c'est que nous sommes passés à la consommation de l'inutile. Oui, François Verret. Oui, consommation de l'inutile, consommation encouragée. Tiens, je remarquais la SNCF qui va proposer de payer les billets de train en plusieurs fois. C'est une façon de nous forcer, nous pousser à consommer plus, à voyager plus, donc consommer plus. Oui, mais on est toujours dans ce modèle, de toute façon, où effectivement, on pousse les gens à consommer plus. Enfin, alors on voyage plus, on reste chez soi. Les gens ont envie de bouger. Les gens ont envie d'aller voir la famille. Les gens ont envie. Mais non, mais François Verret, c'est bien beau tout ça. De dire on consomme moins. Non, mais d'accord, on reste chez soi. On boit de l'eau une fois par jour. La décroissance. Non, je suis pas sûr que j'ai dit ça. Bon, non, mais c'est moi qui pousse le trait. Non, mais je pousse le trait. Ah oui, mais justement. Non, mais c'est quand même important et intéressant de voir ces réactions-là, parce que ça fausse complètement le débat. Donc, en fait, si vous voulez, la décroissance, c'est un trajet. Et il ne s'agit pas de tout couper dès demain. Et ce trajet, il faut commencer par le faire sur les choses qui sont simples. Alors je vais vous prendre des exemples de choses qui ont consommé une énergie, et j'ai dit qui ont parce que ça est en train de changer, une énergie et une quantité de matière absolument folle, sans aucun intérêt. C'est typiquement les chargeurs de téléphone, avec chacun sa prise, vous savez, donc quand vous changez de téléphone, vous deviez changer aussi le transfo. Qui s'éclate dans la consommation d'un nouveau transfo? Personne. Téléphone, c'est plus discutable, mais le transfo, personne. Pareil, les appareils électroménagers. Une machine à laver, maintenant, quand elle vous dure, ou un réfrigérateur, quand il vous dure 7-8 ans, on dit, ça y est, non mais t'arrives au bout. On a une maison, nous, de famille, dans laquelle le réfrigérateur date de 1950. Et il fonctionne toujours.
Et en plus, il s'arrête à chaque fois quand il redémarre quand on y va. Donc, c'est pas les bonnes conditions pour un réfrigérateur. Mais c'est pour dire qu'on savait jadis faire des choses qui duraient, sur lesquelles, là non plus, personne s'éclate sur un réfrigérateur dernier. Est-ce qu'il ne consomme pas plus que les réfrigérateurs actuels en termes de consommation? Parce qu'à l'époque, ça consommait gravement. Alors attendez, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Sauf que il y a effectivement l'analyse du cycle de vie. Vous savez, qui est de voir effectivement de la construction de l'appareil jusqu'à son recyclage, effectivement, qu'est-ce que ça consomme. A priori, et là, alors il y a tous les avis. Il y a tous les avis. Ce que l'on pense quand même, c'est qu'en général, il vaut mieux faire durer les objets parce que même si vous faites une économie d'énergie, elle va être à la marge, je vais dire, par rapport à ce qui a coûté la fabrication de l'appareil lui-même. Oui, mais alors on va garder ces vieilles voitures qui polluent. Oui, alors, on peut faire comme à Cuba, on va garder sa voiture qui a 20 ans d'âge, et pour ne pas consommer, acheter une nouvelle voiture, et on va polluer. Quoi. Alors, oui, mais encore une fois, sur l'ensemble du cycle de vie, effectivement, c'est des voitures qui ont pollué plus. En plus, j'ai pas forcément dit qu'il fallait garder les voitures des années 50, qui sont effectivement des usines à consommer du fioul. Cela dit, je voudrais bien voir aussi, en termes de nombre de kilomètres effectués entre Cuba et la France, qui, au global, consomment plus d'énergie fossile. Mais je préfère vivre en France qu'à Cuba, excusez-moi. Je veux dire, surtout en ce moment. Attendez, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais on raisonne, mais c'est lié quand même. On raisonne, je veux dire, au niveau individuel ou collectif. Donc c'est pour ça. Typiquement, utilisons peut-être des voitures qui consomment moins, mais par exemple, alors quelque chose, là je vais vous faire sauter, c'est quelque chose qui serait effectivement, parce qu'on prévoit d'électrifier tout le parc d'automobiles d'ici, je sais pas quoi, enfin 2035. De ne plus vendre 2035, de ne plus vendre de voitures fossiles. Et en Californie avant, j'ai vu. Et vraisemblablement, ça c'est une fausse solution. C'est une fausse solution. Mais une bonne solution qui pourrait être, c'est de dire on interdit les voitures individuelles à partir de 2035 et on ne fait que de l'autopartage. Terminé. Plus de voitures individuelles. Oui. Mais là, oui. Alors, ça peut choquer quand même. Hein. Ça peut choquer. Ça fait peur, ça. Ah oui, ça fait peur. Non, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le plus important, disons-le, c'est la liberté. C'est-à-dire, il faut être responsable. Il faut responsabiliser les gens. Mais on a quand même. Vous voyez ce qui est... Mais la liberté doit être organisée, on le sait bien. Exactement. Mais je veux dire, parce qu'après, c'est ça qui est dangereux, c'est que la frontière justement entre la liberté et la dictature, ça peut être extrêmement dangereux. Et surtout, moi justement, c'est très intéressant ce qu'on évoque là, parce que ça, pour moi, c'est la solution. C'est-à-dire que, effectivement, notamment pour les pays qu'on appelle émergents, non, c'est-à-dire l'innovation. C'est-à-dire que je pense que, parce que bien sûr que si on raisonne comme ça avec le réchauffement climatique, on se dit, on peut pas continuer, il faut de la décroissance. Mais cette décroissance, on a vu, elle génère des problèmes. Pour innover, il faut investir. Ah ben voilà. Oui, vous êtes bien marrant. Mais c'est ça le vrai enjeu. Il faut consommer pour avoir les moyens d'investir. Comment l'humanité... Non mais c'était un cercle vicieux, votre affaire. Justement, ou un cercle, on va dire, vertueux. Vertueux, oui. Comment effectivement on avance depuis l'humanité même, depuis des siècles, et surtout depuis le XVIIe siècle, au travers de l'innovation technologique. Donc moi je suis d'accord qu'aujourd'hui on doit mieux utiliser notre planète, mais au travers effectivement de cette innovation. Donc par contre, et là en termes d'investissement justement, il faut mieux orienter effectivement les investissements sur l'innovation, sur justement le fait qu'on consomme mieux et qu'on va pouvoir continuer de vivre, mais en moins détruisant la planète. Bien, il est déjà 11h27, ça passe très vite, c'est passionnant. Marc Toiti, François Verret sont nos invités. Je vais prendre Jean-Pierre qui est un auditeur, mais surtout, nous allons appeler Yves Cochet, enfin pas surtout, aussi, nous allons appeler Yves Cochet dans un instant, ancien ministre de l'Environnement, écologiste, militant, qui s'est un peu retiré du monde. Et puis Nicolas Chabannes, c'est qui le patron? Vous connaissez la marque, évidemment. Ils seront là tous les deux avec nous pour nous donner votre avis sur cette question essentielle aujourd'hui. Est-ce que nous consommons trop? Vous êtes sur Sud Radio. Il est 11h28. 10h30, 12h30, Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. Allez, on y va. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Jean-Pierre sera avec nous dans un instant. Il travaillait dans la restauration. Jean-Pierre sera donc notre invité, mais tout de suite, Yves Cochet est avec nous, ancien ministre de l'Environnement, écologiste, militant. Yves Cochet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Yves Cochet. Alors, je ne dis pas où vous vivez parce que vous ne le dites pas. Oh, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais oui, vous avez fait ce choix, Yves Cochet, il y a maintenant quelques années. Depuis que je suis retiré de la vie politique active, non pas que je ne milite pas encore à la base, mais je n'ai plus de responsabilité, soit institutionnelle, soit chez les Verts. Alors, question posée à Yves Cochet. Est-ce que nous consommons trop, Yves Cochet?
Eh bien, je le crois en ce qui concerne, disons, les pays occidentaux, européens. Alors, bien sûr, c'est en moyenne, c'est-à-dire que c'est, disons, les 50% les plus riches et les plus aisés qui consomment beaucoup trop, et puis les 50% moins aisés et moins riches, peut-être ont des problèmes parfois de consommation, ce que je comprends. Mais globalement, si on regarde par exemple ce qu'on appelle l'empreinte écologique d'un pays par habitant, hein, c'est-à-dire finalement ce qu'on consomme comme ressources et ce dont on a besoin comme surface pour éliminer ces ressources, eh bien l'empreinte écologique de la France ou des pays occidentaux en général est beaucoup trop forte par rapport à l'ensemble du système Terre. Hein. Si tous les pays du monde vivaient comme la Terre, il faudrait 3 terres et non pas une seule. Et alors quand on vit comme les États-Unis, il en faudrait 5. Donc il y a un problème de surconsommation des pays riches, des pays du Nord, si vous voulez. Et donc il faut essayer, dans différents domaines, de consommer mieux, mais beaucoup moins. Vous y êtes arrivé, en ce qui vous concerne? Disons que j'essaie évidemment d'avoir une empreinte écologique plus faible. Par exemple, je voyage peu. Je voyage plus jamais en avion depuis 2011. Hein, ça fait 11 ans maintenant. J'ai une petite auto qui fait 1200 cm3 et je dois faire, allez, peut-être 2000 km par an et non pas 13 000 comme la moyenne des Français. Donc je suis assez localiste. Non pas que ça soit pas intéressant évidemment de rencontrer des gens d'ailleurs, mais je crois qu'il y a trop de monde qui rêve de voyage et c'est surtout donc très très impactant, notamment pour le dérèglement climatique. Oui, il y a beaucoup de monde qui rêve de voyage, mais il y a beaucoup de Françaises et de Français qui ont envie de voyager pour s'évader et pour s'évader du quotidien aussi, et qui n'ont pas les moyens de faire trop attention à leur manière de voyager. Et bien souvent, qui prennent des charters à des prix très compétitifs pour aller au soleil, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas le leur reprocher, Yves Cochet. On ne peut pas le leur reprocher. Si, on peut faire, disons, dans les cours d'instruction civique et puis même d'une manière générale dans les médias, on peut faire de la pédagogie, disons de la sobriété, pour dire qu'il y a certains gestes qui maintenant, même s'ils étaient plus ou moins légitimes il y a 50 ans, maintenant ils ne le sont plus à cause du dérèglement climatique et plus généralement de la catastrophe écologique, et que par conséquent, de toute façon, ils y seront bientôt obligés parce que les compagnies, même les compagnies low cost aériennes, vont être très impactées par le relèvement des prix du kérosène, comme il y a le relèvement des prix du mégawattheure électrique actuellement aussi, et donc finalement, ne serait-ce que par la différence financière, on ne pourra plus prendre l'avion facilement, et alors évidemment les jets privés des ultra-riches, je ne vous en parle pas, je suis évidemment pour leur interdiction. Bien, Yves Cochet, restez bien avec nous. Nicolas Chaban, bonjour. Bonjour. Nicolas Chaban, tout le monde connaît bien la marque, c'est qui le patron? Nicolas Chaban, je vous pose la même question, est-ce que nous consommons trop? Ah oui, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. C'est vrai qu'on peut consommer moins de choses pas très utiles, ça c'est certain. La frustration, je crois qu'elle est quand même très mesurée, parce que quand on consomme mieux, on a aussi le bonheur de consommer des produits qui, notamment nous dans notre démarche, aident les producteurs à vivre de leur métier. Il faut donner du sens en fait à son acte d'achat, mais pour ça, il faut savoir en transparence à quoi sert notre argent et où il va. Voilà, donc c'est vrai que nous, très indirectement, on s'en est rendu compte à travers l'initiative. Vous avez parlé tout à l'heure de ce trésor qu'il faut sauver chaque année et qui permettrait à tellement d'entre nous de consommer moins cher. C'est tout ce qui est gaspillé. Enfin, vous l'avez dit, pardon, oui. On en reparle. Mais chaque année, les 10 millions de tonnes de produits en France qui ne voient pas un estomac humain, je vous donne l'image qui permet de comprendre, c'est le Stade de France rempli à ras-bord. Voilà ce que chaque année, on laisse de côté pour différentes raisons, alors qu'on pourrait consommer et vendre ces produits bien moins chers. Mais Nicolas Chaban, vous encouragez à la consommation, même si vous êtes attentif à la qualité du produit, vous êtes attentif à la manière de consommer, vous encouragez tout de même à la consommation. Ben, je ne vois pas trop dans quelle mesure l'initiative encourage à la consommation, ou alors elle encourage à une consommation
plus responsable, plus durable. Je vous donne un exemple. Nous, on est une coopérative de consommateurs. Oui. Lorsque on a créé la fameuse brique de lait qui soutient les producteurs, on n'a pas fait ça comme une marque avec du marketing, tour de magie pour essayer de nous faire consommer sans qu'on ait de logique de consommation. On a dit à tout le monde, on va aller vérifier que chaque centime qu'on met dans cette brique de lait a du sens. Et là, il y a quelque chose de magique qui apparaît. Quand vous rajoutez des centimes qui vont bien jusqu'au producteur et que lui-même retrouve une capacité à consommer qu'il n'avait pas, qu'il va dans son commerce local consommer chez un commerçant des produits alors qu'il ne le faisait pas. Il y a une espèce de chaîne vertueuse, si on trace l'argent et où il va, qui nous revient à un moment donné. Un petit mot rapidement, on parle évidemment du problème du pouvoir d'achat, on n'oubliera jamais tous ceux qui ne peuvent pas mettre ces 4 € de plus par an pour sauver des producteurs. Mais par exemple, nous, la nouveauté, c'est qu'on veut investir maintenant dans des entreprises, nous les consommateurs, à travers la coopérative, qui paient bien leurs salariés. Mais si demain, on se met à consommer dans des entreprises qui paient bien leurs salariés, qui eux-mêmes vont pouvoir consommer dans des entreprises qui paient bien leurs salariés, on comprend qu'on peut aussi recréer de la valeur qui nous reviendra à un moment ou à un autre. Donc c'est aussi une autre façon de mieux consommer. Une autre façon. On va prendre Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes parisien, hein, c'est cela? Ah non, je suis corrézien. Corrézien. Oui. Ah bon, je sais pas pourquoi je vous ai dit Jean-Pierre parisien, je sais pas. Bon, corrézien d'où? Je suis corrézien à côté de Brive-la-Gaillarde. À côté de Brive, oui. Voilà. Brive, Tulle, par là, quoi. C'est ça. Bénac. Exactement, entre Brive et Objat. Entre Brive et Objat. Jean-Pierre, que vouliez-vous dire à propos de la consommation? Est-ce que nous consommons trop? Oui, on consomme trop, bien sûr, et on pousse à la consommation. Voilà mon avis. Ce que je vois, c'est que là, on est à rentrée scolaire. On a la fin de l'été. Dans un mois à peu près, on va parler des vacances d'hiver fortement. On va faire des réservations. Or, on sait très bien que depuis pas mal d'années, il y a un manque de neige. La neige baisse beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de la neige artificielle. Avec quoi? Avec de l'eau qu'on prend dans des lacs qu'on a créés, exprès, pour faire de la neige artificielle. Si ça, c'est pas de la consommation, du gaspillage, je sais pas de quoi on parle. Et on va jouer au football une Coupe du Monde au Qatar. On va jouer au football une Coupe du Monde au Qatar à une époque où il fait extrêmement chaud et en climatisant d'immenses stades. Ça, je pense, c'est la clé, ce que vous dites, Jean-Jacques, c'est qu'effectivement, alors c'est sûr qu'on est français, donc on se regarde ce qui se passe chez nous, c'est sûr, c'est important. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, par exemple, quel est le plus gros consommateur de CO2 dans le monde, ça reste malgré tout la Chine. Donc quel est notre pouvoir sur effectivement la Chine? Quand on voit ce que vous évoquez sur le Qatar, etc. Donc c'est pas vrai. En termes de variation aujourd'hui, on revient sur le problème du développement. C'est-à-dire que, bien entendu, nous, c'est important, encore une fois, de limiter, du moins de mieux consommer. Mais encore une fois, quel est notre pouvoir sur les pays qui aujourd'hui détruisent le plus la planète en termes d'émissions de CO2, j'entends, bien entendu, que ça soit bien sûr la Chine, maintenant il y a l'Inde, et ça va continuer comme ça. Donc c'est là qu'est le danger. Il ne faut pas se flageller, s'auto-flageller, parce qu'il y a quand même les pays qui aujourd'hui détruisent plus la planète que nous, il faut pas l'oublier. Je m'excuse, mais je dirais non. Je vous explique pourquoi. Ne vous excusez pas, vous n'êtes pas d'accord. La Chine est l'usine du monde. Donc forcément, c'est eux qui consomment le CO2 pour produire des produits qui sont vendus chez nous. Mais on aurait pu les produire chez nous, on veut même réindustrialiser. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Donc en fait, on ne peut pas accuser un pays qui produit pour tous les autres pays du monde de consommer du CO2 pour cette production. Enfin, je veux dire, à un moment donné... on n'accuse pas, c'est une réalité, c'est tout. Oui, mais c'est une réalité qui est, vous voyez bien, qui est un peu faussée. Mais par contre, sur la Chine, je vais vous donner un argument sur la Chine aujourd'hui. La Chine, c'est le pays qui investit le plus en recherche-développement sur les énergies renouvelables dans le monde, devant même les Américains. Donc c'est-à-dire que eux ont compris justement qu'il fallait faire cette bascule, pour reprendre le mot, cette bascule vers justement une énergie plus propre, alors que nous justement on ne comprend pas. Donc ça, il faut faire attention. Et je reviens sur, pour moi, mon cheval de bataille. La clé, c'est au travers de l'innovation, au travers de la recherche-développement, trouver justement des moyens de mieux consommer. C'est ça le vrai enjeu. Oui, François Verret. Yves Cochet. Oui, alors, on parle beaucoup de la Chine, même on a parlé de l'Inde, c'est totalement faux si on regarde par habitant. Ce qui compte, évidemment, c'est justement, ça va augmenter encore plus. Par habitant. La Chine est le plus gros consommateur, c'est simplement parce que c'est le plus gros pays, bien sûr, mais en réalité, par habitant, la Chine est très très loin, et ceux qui consomment le plus par habitant, c'est le Luxembourg, c'est en effet le Qatar, c'est
c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est Bahreïn, et non pas la Chine. La Chine, évidemment, comme c'est le plus gros pays, c'est sûr. Alors, ceci étant dit, je pense que, en ce qui concerne toujours, par exemple, le dérèglement climatique, donc surtout les transports et l'alimentation, qui sont les deux gros consommateurs de CO2, eh bien, il y a quelques mots d'ordre qu'on peut favoriser. Les politiques ne le font pas, hélas, parce que, comme disait Monsieur Jean-Pierre, il y a beaucoup de publicité en la faveur de la surconsommation. Mais en ce qui concerne l'alimentation, eh bien, il faut que ça soit plus local, plus végétal et plus saisonnier. Et donc, ça veut dire moins de viande, par exemple. Et en ce qui concerne le transport, eh ben, c'est moins vite, moins loin et moins souvent. Et puis là, vous aurez vraiment des efforts considérables pour diminuer cette menace et cette réalité du dérèglement climatique. Jean-Pierre, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je trouve quand même que je pense que mon idée mon idée, c'est pas mon idée, c'est une constatation, c'est cette économie d'eau. On parle d'économiser de l'eau dans les toilettes, on parle d'économiser. Moi je pense qu'il faut économiser de l'eau où elle est. Déjà, dans la nature, à l'endroit même où elle se produit, on n'a plus d'eau dans les rivières. Pourquoi? Avant, on avait une fonte des neiges, on n'a plus de fonte de neige, elle est permanente, la fonte des neiges. On n'a plus ces torrents et tout ça. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il faut encore développer ces sports d'hiver à outrance? Je ne suis pas contre. J'ai fait 20 ans de saison d'hiver en tant que restaurateur, donc je ne vais pas me plaindre là-dessus. Mais je veux dire que je constate qu'on ne fait pas les bonnes choses aux bons endroits. On peut aller à la neige quand il y en a, on peut se passer de neige quand il n'y en a pas. Bon, voilà. Alors Jean-Pierre, vous posez la question que nous allons poser après. Quelles sont les solutions? Qui doit gérer tout ça? Qui doit diriger? Est-ce que vous êtes un libéral, Marc? Moi, je suis pour la liberté. Je suis pour l'État aussi dans l'économie, mais alors, je veux dire, mais je suis quand même pour la liberté. Qui doit organiser notre liberté, vraiment? L'État qui doit nous contraindre? Oui ou non? Mais je vais en parler avec Yves Cochet, on va en parler avec vous deux. Mais Nicolas Chaban, dernière question, parce que je crois que vous devez y aller. Nicolas Chaban, est-ce que c'est l'État qui doit tout organiser? Mais si l'État avait une solution, on l'aurait vu, je pense, depuis un certain temps. Restons à l'écoute de ce qu'ils font. Non, vous avez raison à travers votre question. On a un pouvoir phénoménal, on s'en rend compte de plus en plus, c'est de pouvoir, à partir de nos actes d'achat, faire changer les choses. C'est-à-dire que si à un moment donné, comme le disait notre grand penseur de l'époque, Coluche, on n'achète pas un produit, il ne se vend plus. Et si on achète un produit vertueux qui a des conséquences positives sur tout ce qui nous entoure, on en fait un grand succès. Et d'ailleurs, ça invite les concurrents à faire de même. On a chaque année cet énorme pouvoir d'achat dans nos poches. Il n'y a pas un centime qui crée ce monde économique qui ne sort pas de nos poches. Il faut se rappeler ça. Et si on se coordonne un peu, si on se rassemble et qu'on amène notre argent au bon endroit, on fait tourner ce gros paquebot qui a du mal à bouger là. On peut être des millions de petits remorqueurs pour faire bouger cette espèce de destin collectif qui nous échappe un peu. Donc le monde politique, soit, mais on a un pouvoir beaucoup plus grand au quotidien en achetant de façon juste et je dirais solidaire. Bien, merci à vous, Nicolas Chaban. Yves Cochet, vous pouvez rester avec nous. Yves Cochet, il n'y a pas de souci. Bon, et nos deux invités sont là aussi, parce que j'ai une question à poser, toute simple. Est-ce que l'État doit contraindre, oui ou non, pour trouver des solutions? Est-ce que l'État doit contraindre? Ça, c'est une vraie question. Il est quelle heure? 11h45 déjà, midi moins le quart. C'est formidable. 0826 300 300. Ça réagit beaucoup? Ah oui, ça continue de manière à voter aussi sur le Twitter de Sud Radio à cette question. Est-ce qu'on nous consommons trop? Et pour le moment, c'est toujours le non qui mène d'une courte tête à 48-44. Bien, à tout de suite. 11h45, midi moins le quart. 10h30, 12h30, Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. Bien, 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous dire que nous consommons trop. C'est un peu une surprise, mais ça prouve que vous prenez conscience de la réalité des choses. Alors, comment faire pour moins consommer? Est-ce qu'il faut contraindre? Est-ce que nous devons restreindre nos libertés pour moins consommer? François Verret, qu'en pensez-vous? Alors, il y a deux aspects, parce qu'on disait, est-ce que c'est l'État qui doit faire? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire comme Monsieur Cochet, partir dans sa... Je pense que déjà, il y a les deux niveaux. Au niveau individuel, c'est la sobriété volontaire,
qui est très importante, et elle est d'autant plus importante, et là, effectivement, d'une façon ou d'une autre, ça tente un peu à se développer, mais ça reste quand même assez marginal, mais c'est très important parce que ça prépare les gens, effectivement, à éventuellement des mesures gouvernementales qui iraient vers des restrictions. Parce que... Vous êtes favorable ou à des restrictions? Il faut y aller? Je vais vous prendre un exemple. Vous me disiez pendant la pub, ça va pas assez vite. Donc pour aller plus vite, on contraint. Est-ce qu'il faut contraindre? Je vais vous donner un exemple. La situation... elle est liée à la gravité du problème. Aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience de la gravité du problème. Alors, on va prendre un exemple. C'est exactement ce qui vient de se produire avec le Covid. Oui. Qui avait envie de rester enfermé chez lui ou de se taper une ronde de seulement d'1 kilomètre en ayant une autorisation à montrer? Personne n'avait envie. Non, personne n'avait envie. Voilà. Y a-t-il plus fort comme restriction des libertés? Mais par rapport à une nécessité, les gens se sont pliés. Alors, je ne vais pas défendre la façon dont ça a été géré parce qu'on est complètement sur le débat. Non, c'est pas sur ce débat. C'est juste pour comprendre, pour montrer que lorsqu'il y a nécessité, les gens sont prêts à subir, à accepter, oui, mais à quel prix? À quel prix? Parce que c'est ça. Non, c'est ça le grand problème, c'est que encore une fois, ce fameux Covid, etc. Je pense que ça a été mal géré au global. On a trop interdit justement. Ça, c'est très dangereux parce qu'encore une fois, déjà, c'est un coût. Parce que là, quoi qu'il en coûte, on pourra pas continuer à dépenser l'argent comme ça. On a une dette publique de 120% du PIB, donc là, maintenant, on est en train de payer justement ce quoi qu'il en coûte. Ne l'oublions pas. C'est ça qui a fait l'inflation. C'est pas la guerre en Ukraine. Ça c'est venu après. Donc ne l'oublions pas que quand l'État se mêle trop justement de nos vies, souvent ça se termine mal. Et puis surtout, je pense que beaucoup de Français quand même sont responsabilisés. Moi, je suis plus pour l'incitation, parce que encore enfermer les gens, leur obliger à faire ci, à faire ça c'est extrêmement dangereux, parce que d'un point de vue social ou sociétal, encore une fois, si vous enfermez les gens, je reprends mon exemple, je viens des cités HLM d'Orly, si vous nous enfermez dans des cités HLM, c'est quoi l'avenir? Quand on est effectivement à la campagne, à une maison de campagne avec une piscine, ou pas de piscine d'ailleurs, là effectivement on peut ne pas bouger, mais quand on est dans une cité HLM, on a envie de s'en sortir. Vous voyez, moi j'en viens, j'ai envie de donc si on me dit, ah ben non, toi tu vas rester dans ta cité HLM, tu pourras pas t'en sortir, tu pourras pas jamais prendre l'avion, tu pourras jamais aller voir à droite à gauche, oui, c'est très triste comme vie. Yves Cochet, c'est ça le vrai enjeu. Yves Cochet, est-ce qu'il faut contraindre? Inciter, mais donner de la liberté. Oui, je le crois, parce que bien sûr les gestes individuels, comme le disait Monsieur Verret, sont importants, mais c'est pas le plus important, parce que quand on regarde les masses en jeu et en effet l'imminence des dommages et des problèmes, eh bien c'est du domaine collectif, du domaine politique, que ce soit à l'échelle française, européenne ou même mondiale, qu'il faut que les politiques puissent changer. Ceci étant dit, malheureusement, moi j'ai fait beaucoup de politique, je connais un petit peu le milieu, bien entendu, et que ce soit les gouvernements de gauche ou de droite qu'on a eu depuis 20 ans, ils ne sont pas prêts du tout à ça. La bonne politique qu'il faudrait faire vraiment pour sauver nos vies, pour sauver la planète, mais d'abord sauver nos vies et sauver l'égalité et la solidarité, ça serait une politique qu'on peut appeler de rationnement. Alors le mot fait peur, c'est-à-dire une politique de partage équitable, de quotas individuels de ressources, au moins dans les domaines de l'énergie et de l'alimentation. Sinon, eh bien, on continuera à surconsommer et on va vers le pire. C'est-à-dire, Yves Cochet, concrètement, quotas individuels, expliquez-nous comment ça pourrait fonctionner. Eh bien, par exemple, dans le domaine de l'énergie, vous auriez chaque mois, que ça soit au point de vue du nombre de kilowattheures ou du nombre de litres de carburant, un quota individuel. Alors pour ceux qui dépensent plus que ce quota individuel mensuel, ils pourraient le racheter par un petit marché local à ceux qui dépensent moins. Et ça a été très bien calculé en Grande-Bretagne. Malheureusement, ils l'ont pas fait parce qu'ils ont perdu les élections avec Tony Blair il y a à peu près une quinzaine d'années. Mais ceci étant dit, c'est un système qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'au début du mois, je vous coupe, Yves Cochet, au début du mois, je vais être encore plus concret. Au début du mois, je dispose, moi particulier, d'un quota. On est bien d'accord. D'un quota alimentaire ou énergétique en termes de kilowattheures et en termes de litres d'essence, si vous voulez. Le 25 du mois, j'ai dépassé mon quota. Oui. Que se passe-t-il? Je paie plus cher ou j'achète du quota en quelque sorte? J'achète du quota sur un marché local, ça peut être départemental par exemple. Mais c'est très inégalitaire ça, monsieur, c'est très inégalitaire. Celui qui a de l'argent, il peut pouvoir acheter un quota. C'est très inégalitaire ce que vous dites là. Celui qui a de l'argent, il va pouvoir s'acheter du CO2, celui qui en a pas, il va pouvoir pas consommer. Au contraire, le déversement financier, il est toujours pour les plus défavorisés. Et donc, évidemment, celui qui a de l'argent, il peut s'acheter des quotas, mais
globalement, le quota est calculé en fonction de l'empreinte écologique du pays, par exemple la France, de telle manière qu'on diminue à la fois la dépense énergétique et les émissions de gaz à effet de serre année après année. Mais attendez, Yves Cochet, celui qui a les moyens de s'acheter du quota, il va dépenser et consommer beaucoup plus. Il s'en moque, finalement. Mais attention, non seulement on ne pourra pas dépenser plus que le quota annuel de la France elle-même, qui baissera tous les ans pour atteindre les objectifs de la COP21 en 2050, c'est-à-dire vraiment diviser, par exemple, par 4 nos émissions de gaz à effet de serre et donc diviser par 2 la consommation d'énergie, eh bien ça, il faut le faire à raison de 3 ou 4% par an. Donc les quotas diminuent sans arrêt et là, vous êtes sûr du résultat. Alors que si vous mettez une taxe sur l'essence, on l'a bien vu avec le gilet jaune, ça ne marche pas, vous n'êtes pas sûr du résultat et en plus vous mettez tout le monde dans la rue. Oui, ça c'est vrai. Mais on fait ça pour les Chinois et pour les Américains, comment ça se passe? Parce qu'on est dans un monde global, donc moi je veux bien qu'on fasse ça en France à la rigueur. Et encore, c'est il faut bien que quelqu'un commence. Ah bah oui, d'accord, mais enfin, vous vous rendez compte les distorsions que vous allez créer entre les différents pays? Et surtout, vous allez créer, je termine, vous allez créer encore une usine à gaz, si je peux me permettre la réflexion avec le gaz. C'est-à-dire, c'est extrêmement dangereux. Justement, ça n'est pas une taxe, on ne crée pas un fonctionnaire de plus avec ce système de quotas et de rationnement. François, je voudrais prendre un exemple qui sera peut-être plus consensuel, parce que là, bon, on est dans les quotas et tout, ça plaît pas. C'est l'exemple de la PAC. Oui. La PAC, donc, vous savez... Politique agricole commune. Pardon, excusez-moi. Oui, politique agricole commune, oui. Qui en fait est construite pour verser des subventions en fonction de la surface. Ça veut dire que les plus gros exploitants, qui sont très mécanisés et donc finalement dont l'empreinte écologique est la plus forte dans leur production, sont les plus aidés. Là-dessus, on se retrouve avec un cas d'un agriculteur qui avait moins de 5 hectares, 4 hectares et demi. Il employait 6 personnes parce qu'ils faisaient du maraîchage bio et il n'a eu aucune aide, tout simplement parce qu'en dessous de 5 hectares, on n'a pas d'aide. Voilà un exemple là de politique publique qui, alors certes, ne va pas aider les gros, mais ils n'ont peut-être pas besoin d'être aidés, et qui irait vers une agriculture plus résiliente, moins consommatrice en énergie, etc. Et il y a qu'à le décider, ça. Bon, voilà. Bon, Yves Cochet, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir de vous retrouver. Je voudrais que nous donnions la parole à Marie-Ève, qui est à Mulhouse. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Jean-Jacques. Quel plaisir de vous retrouver à l'antenne. Et moi, Marie-Ève. Ça fait longtemps. Je vous suis, Mais je sais, je vois. Ça fait longtemps, Marie-Ève. Oui, ça fait longtemps. Mais depuis que je suis rentrée en France, vous voyez, voilà. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Oui, vous êtes rentrée en France, vous étiez, rappelons-nous, à Cork, en Irlande. En Irlande, pendant presque 9 ans. Oui, ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est comme si je retrouvais une amie, parce que Marie-Ève m'a suivi un peu partout, et oui. Et vous êtes rentrée à Mulhouse, alors? Alors, je suis rentrée en France l'année dernière et je viens de reprendre un poste là après une année un peu compliquée avec une santé voilà. Oui, je sais. Tout s'est passé, ça y est. Bon, ça va mieux. Donc on reprend le cours de la vie normale. Donc, donc voilà. Marie-Ève, est-ce que nous consommons trop? Oui, bien sûr qu'on consomme trop, évidemment. Moi, je compare avec la vie que j'avais en Irlande. La taille des supermarchés en France est exagérément trop grande. Avec, on nous pousse à la consommation en permanence, avec des promotions toujours plus belles les unes que les autres. Dans les magasins de vêtements, c'est pareil. La consommation pour les enfants, c'est aussi dramatique. Donc, oui, bien sûr qu'on consomme trop. Et c'est difficile de ne pas se laisser tenter quand on voit tout ce qu'on a autour de nous pour consommer. Donc il faut que chacun fasse un petit effort, mais c'est difficile de se priver de certaines choses. Là, surtout quand on parle de chauffage ou d'électricité, ça paraît incohérent et insensé de se dire qu'il faille couper l'électricité pour sauver la planète. Mais je pense que c'est pas vraiment... C'est une priorité, bien sûr, mais il faut aussi apprendre à consommer moins, à acheter moins de vêtements, acheter moins de jouets pour les enfants et à plus gaspiller. On achète trop, on consomme trop, on jette encore de la nourriture. Les vêtements se portent une journée, se jettent. Et ça, c'est dramatique pour la planète, évidemment. Bien. Merci beaucoup, Marie-Ève. Plaisir, Jean-Jacques. Au plaisir.
À très bientôt. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Merci. Il est 11h58. Merci à tous les deux. Marc Touati. Merci bien. Et François Verret, merci d'être venu. C'est très intéressant. On pourrait débattre pendant des heures. D'ailleurs, nous reviendrons sur ces sujets. On pourrait débattre pendant des heures. L'Algérie, après, on va parler de l'Algérie. Après midi, rappelons plutôt, Joseph, ce que disent les auditeurs sur la consommation. Est-ce que nous consommons trop? Quel est le résultat de notre petit sondage? Est-ce que nous consommons trop? C'est non à 50% désormais. Comme quoi, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'auditeurs qui défendaient le oui, on consomme trop, comme quoi il y a le non qui gagne. Et il y a peut-être effectivement une majorité silencieuse qui dit qu'on ne consomme peut-être pas trop, mais qui n'ose peut-être pas dire en ce moment pourquoi. Ça, c'est important parce qu'on est dans le marketing, justement. Le marketing, c'est de dire on consomme trop, mais finalement, voilà. Bien. Merci, messieurs. Merci et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.